Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 46 du Brap Show. On va parler évidemment de Jeremy Martin, on va parler de Dylan Ferrandis, de Joe Shimoda, peut-être de Tom Vial et de Jorge Prado. Ça va dépendre de si on déborde sur le chrono ou pas. On va évidemment parler de ce qui s'est passé ce week-end à Millville. Et à mes côtés pour en parler, comme à chaque fois, c'est Mr. Brap. Et cette sensation TikTok qui est en train de vraiment marquer une génération sur les réseaux sociaux avec ses 17 500 abonnés. 17 450 abonnés. et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Après, évidemment, on va remercier MGT Design et MGT Design Racewear. Vous le savez, ils nous suivent depuis le début. Ils vous régalent avec des tenues et des kits déco 200% perso. Donc, si jamais vous n'avez pas encore essayé, il suffit de les contacter sur Instagram pour demander votre déco ou votre tenue. Pour les décos, c'est @mgtdesign-mx. Et pour les tenues, c'est @mgtdesign-racewear. Et donc, évidemment, merci MGT Design et MGT Design Racewear. Nous, on attaque tout de suite Spring Creek et la fin de, comme ils ont dit à la télé, un conte de fées inespéré, surtout après avoir vu Pala et Hangtown pour Jeremy Martin. Dernière course de sa carrière. Il finit troisième de la première manche et gagne la deuxième manche pour un podium général et finir sur une victoire de manche. Inespéré. Bah ouais, carrément, franchement... J'aurais pas cru, j'aurais pas mis un billet, même s'il est à la maison et tout. Tu vois, même physiquement, je me suis dit, tu vois, quand je l'ai vu partir en première manche, je me suis dit, bon, il va craquer, je pense qu'il va baisser de rythme et tout. Et tu le voyais beaucoup regarder derrière, tu vois, passer 10 minutes. Il regardait derrière quand même, voir, bon, il y en a d'autres. Il n'a pas forcé avec Digan, il l'a laissé passer clairement en première manche. Bon, après, Digan était remonté sur lui, il était pressant et prêt à faire un dépassement, mais on voit qu'il n'a pas forcé du tout, il s'est décalé, il l'a laissé passer. Et j'avoue qu'en deuxième manche, je m'attendais un peu à la même chose, quoi. C'est encore un hot shot. Bon, déjà, quand même, chapeau pour sortir le hot shot. Je pense que l'adrénaline, là, elle lui a fait mettre des watts. Et non, au final, il a tenu jusqu'au bout. Donc, Shimoda, petit problème de frein arrière. Ça bouillait, je crois, dans le... De frein arrière ou de frein avant ? Frein arrière. Ouais, ok. Il me semble qu'il disait qu'il avait plus de frein arrière et que... non, plus de frein arrière et que, du coup, les descentes étaient assez... compliqué. Ouais, effrayante de se lancer dans les descentes sans frein arrière, quoi, pour pouvoir s'arrêter au bout et virer. Et c'est ce qui lui a causé du coup sa petite sortie de piste. Donc bon, après c'est drôle, je pense qu'il a voulu montrer, les gars, j'ai un problème, hein, c'est pas moi qui sais plus rouler parce qu'il était là en train de s'agiter et tout, mais si c'est en train de bouillir dans le frein arrière, bah, faut juste arrêter de l'utiliser et attendre que ça déboue. Parce que du coup c'était ça l'histoire, c'était que le liquide de frein était trop chaud et ça bouillait. Ouais, et ça bah moi j'ai plus pas vu, je les ai pas entendus expliquer, mais c'est ça en général, hein, quand il fait super chaud et tout. Alors eux, normalement ils mettent, t'as différents liquides de frein avec différents indices par rapport à la chaleur. Donc voilà, ils ont les durées qu'il faut et tout pour justement lutter contre ça, mais enfin il fait quand même des grosses chaleurs là où il roule, et puis bah ça chauffe aussi d'actionner à chaque fois, de l'utiliser, et dès que ça bout en fait t'as plus rien. Moi ça m'est déjà arrivé, c'était à Frontignan sur la 125, je faisais une manche et plus de frein avant. Ouais, bah en plus à Frontignan là, dans la descente avant le zigzag, bah, c'est pareil, je suis allé tout droit du coup sur le zigzag, donc j'ai quand même réussi à ralentir avec le frein arrière, mais dès que ça bout, il y a plus rien. Donc moi j'avais continué ma manche et je me rendais compte, ah ouais, j'ai plus de frein avant, ça devient tout mou. Et après ça revient quand tu arrêtes de l'utiliser, du coup bah, la température elle redescend et tu peux de nouveau l'utiliser. Donc du coup en fin de manche tu avais récupéré du frein avant, ouais. Ou... Ok. Ouais, ça c'était une manche à l'entraînement, moi. Mais, okay. Mais lui a dû récupérer aussi un petit peu, tu vois, il devait ne plus l'utiliser et il a dû récupérer un peu, mais bon, ça dure bien quand même 3-4 tours, je pense, hein, ouais, bah oui. Qu'avec le frein avant, donc c'est Puis chaud. après, tu récupères, mais tu vois, si c'est la première fois que ça lui arrive, t'as plus forcément confiance. Bah c'est ça. Tu dis, oh là, là j'ai du frein, mais pour combien de temps Là c'est arrivé du coup après le saut d'arrivée là, et il est sorti de la piste derrière le virage, donc ça va, il y avait heureusement rien, que c'est pas arrivé en descendant de la descente principale là, parce qu'en plus je trouvais que cette année du haut il se jetait quand même plus que d'habitude. Je vois souvent les années précédentes ça serrait l'intérieur en haut, ça enroulait pour descendre et tout, que là t'en avais pas mal qui allaient chercher l'extérieur, qui sautaient, et le premier segment il le sautait déjà à la moitié presque, le premier tronçon de descente. Donc ouais, c'est sûr que
Enfin, déjà avec 2 freins, je l'aurais pas fait, mais alors avec un seul, laisse tomber. Ouais, bah, c'est sûr que ça a aidé un petit peu Jérémy Martin, mais comme toi, je pensais que ça allait en manquer un petit peu physiquement. Et pourtant, dans sa carrière et tout, il a toujours été très fort physiquement, beaucoup d'endurance, et c'est comme ça qu'il a gagné ses titres. Mais c'est vrai qu'après s'être blessé beaucoup l'année dernière, s'être blessé encore, il s'est fait mal à Hangtown, je sais pas si c'est encore la tête qu'il avait tapé ou quoi, mais au point de se dire, écoutez les gars, je vais pas faire les autres courses, je vais juste revenir pour la dernière, pour en faire une dernière chez moi. Bah, tu te dis que forcément, il est pas à 100, peut-être pas à 100%, et que pendant que les autres, ils en sont à leur 7e course, lui, c'est concrètement sa 2e et demi. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il tienne ses manches au rythme des mecs de devant jusqu'au bout. Et ça l'a fait en 2e. Donc, ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est... Là, pour le coup, c'est incroyable. Tu vois, les gens, ils aiment beaucoup dire que les choses sont incroyables, alors qu'elles sont juste très, très stylées, tu vois. Mais tu arrives à y croire. Mais là, j'avoue que j'étais devant la télé en train de regarder la course et c'était limite, il fallait que je me pince. Je me disais, mais vraiment, là, Jérémy Martin, quoi. Ouais. Jérémy Martin, il est en train de faire, genre, je me dis, tu vois, c'est le genre de truc, dans un coin de ma tête, je me dis, mais imagine s'il gagnait sa dernière, ce serait trop stylé, mais pas impossible, mais j'y crois pas, tu vois. Trop peu probable. Surtout parce qu'il y a du coup Carmichael qui l'a fait avant lui. Je crois que. Il a gagné sa dernière course, ouais. Ouais, et c'était pas sur ce terrain-là aussi d'ailleurs. C'est ce qu'ils ont dit, ouais. Et mais Carmichael, il était au top jusque-là. Tu vois, c'est un peu comme un Villopoto. S'il était parti en gagnant sa dernière, ça paraît logique, tu vois. Que là, Jérémy Martin, c'est vrai que c'est beaucoup de blessures et ces dernières années. Alors, on l'a vu au top en gagnant 2 championnats justement outdoor en 250. Mais après, c'était difficile, quoi. Tu voyais que il avait passé son pic en fait, donc tu croyais plus vraiment en lui. Puis des grosses blessures parce qu'il y avait eu le dos sur la Geico. Ouais. Et après ça, il était revenu quand même assez bon pour se battre pour un titre contre Dylan Ferrandis. Et après, quand il est passé chez Star et chez Club Ami, c'était encore plein d'autres blessures moins graves, mais qui lui ont fait rater beaucoup de temps, quoi. Donc ouais, c'est sûr que c'est pas comme Carmichael qui effectivement était au top, et même s'il a eu quelques blessures, Carmichael, à chaque fois qu'il est revenu de blessure, il était toujours au top et il a jamais vraiment quitté le top. Que, comme tu dis, ouais, Martin, son prime était déjà bien loin derrière quand même. Mais ouais, c'est sûr que ça nous montre qu'en en fait, il est toujours capable, et tu te dis pourquoi s'arrêter maintenant? Tu te dis maintenant, ça y est, t'as retrouvé, en fait, t'as le niveau, t'as l'air d'être physiquement bien. Allez, viens, tu roules à Washougal. Ouais, après, bon, je pense qu'il y a quand même des facteurs qui l'aident. Le fait d'être à la maison, on sait tous que le terrain qu'on ponce, on est quand même plus à l'aise, c'est plus simple et tout. Après, c'est quand même gagné face à Digan et d'autres gars, tu vois, mais je pense pas que sur la longueur d'un championnat, il serait encore prétendant au titre, tu vois. Je pense que là, il y avait plein, il y a tout qui était réuni, tu vois. Ouais. Comme on dit, qu'est-ce qu'il faut pour Badget Lawrence, que tout soit réuni, quoi, que je sois à ma meilleure forme, bien hydraté, bien ceci, qu'il fasse pas trop 25 degrés mais pas 27, enfin tu vois, tous ces petits facteurs, et que tu te dis bon ça n'arrivera jamais en fait, t'as jamais toutes les pièces du puzzle qui sont bien alignées, ça se passe jamais comme ça. Là, je pense que pour Jérémy Martin justement, il y a tout ça qui était là avec l'adrénaline aussi. Je pense que ça l'a fait débrancher aussi dans les trous, parce que franchement, si on peut parler un peu de la piste, moi ça me donne pas du tout envie de faire une course là-dessus, hein. C'est tellement rapide, et les trous là, tu vois, justement, c'est en virage là sur la ligne de départ, après la ligne de départ là, quand ils reprennent quart de tour à droite, là ils arrivent à une vitesse dans des trous sur l'angle. Non, c'est trop. Franchement, ça va trop vite, c'est une dinguerie. Donc franchement, et voilà. Et lui, tu le vois, pareil, il est arrivé là-dedans, le petit gabarit que c'est, il a débranché dans ces trous-là, il les a pas vus. Que je pense, tu vois, c'est pas ta dernière. Tu réfléchis toujours un peu plus, tu la joues un peu plus stratégique, tu vas moins comme ça. Et là, je pense que les planètes étaient alignées pour lui, et c'est grave stylé que ça l'a fait comme ça pour la dernière, en tout cas. Oui, puis après, comme on disait, il a eu beaucoup de blessures, donc tu te dis, ouais, mais est-ce que... Parce que moi, je te parle même pas d'aller faire un titre, mais tu vois, même s'il va faire des top 5 sur les 4 dernières courses qui nous restent, c'est cool pour lui, puis il y a peut-être un petit salaire à prendre et se faire plaisir à faire de la moto, tu vois, à un bon niveau. Mais bon, comme on a dit, il y a eu aussi beaucoup de blessures, et si c'est en faire 4 dernières, et sur les 4 dernières, il se froisse encore, tu dis, j'aurais mieux fait de m'arrêter à Milleville, et j'étais au top, et après, j'étais entier pour profiter du week-end suivant, quoi. Donc, mais c'est sûr qu'après une performance comme ça, il va nous manquer. Je voulais faire une petite mention spéciale quand même pour Michael Arup, qui a fait aussi une très solide seconde manche. J'ai bien cru qu'il allait nous aider, le Jérémy Martin, à obtenir le général, quoi. Qu'il allait garder Digan 3e place. Bon, ça l'a pas fait, mais ça restait une très belle manche pour lui, qui fait podium de manche quand même. Il me semble qu'il finit 3e, non? Il me semble.
Ouais, je crois. Et Général, non. Non, non, mais j'ai pas regardé. Ouais. Après, moi, Général, je crois que c'était Digan, Martin, Shimoda. Parce que Shimoda, il finit quand même 4 de la manche. Je sais pas du tout. Ok. J'avoue, je sais pas. J'avoue que j'ai pas revu les résultats non plus. Mais ouais, Michael Arup, belle course. Et pour la catégorie 250, on a parlé quand même un petit peu de Tom Vial, qui a chuté en seconde manche. Ouais, j'ai pas vu la Il est chute. pas reparti. T'as pas vu d'interview non plus On sait pas ce qu'il a. Non. Bon, ok, on a fait un travail journalistique pas incroyable cette semaine. Mais bon, je suis sûr que si vous allez voir sur le Big, et vous l'avez probablement déjà fait, il doit y avoir une interview et on saura ce qui est arrivé à Tom Vial. Mais bah, il a dû se faire mal de toute façon. Hein. Soit lui, soit la moto. Et il devait y avoir quelque chose qui ne va pas pour s'arrêter. C'est dommage. Ça continue d'être un petit peu compliqué. Même la première manche, c'était pas mal sans être flamboyant non plus, quoi. Ouais, bah, il est parti loin, je crois. Mmh. Et il est revenu tranquillement, mais jusqu'à quelle place, je me souviens même plus, en dehors des 5. Oui, oui, c'est moi non plus, je me souviens. Non, et puis on l'a pas trop vu à l'image, hein, il me semble, de ce que je me souviens. Non, non, on l'a et... pas vu. Après, Martin a attiré toute l'attention aussi ce week-end, donc c'est vrai que ça laissait pas beaucoup C'est de ça, place en pour les fait, autres. c'est que je me réveille le lendemain et tout ce dont je me souviens, c'est que Martine a gagné. Et c'est comme si tu avais pris une grosse race la veille, tu vois, et tu te souviens de rien, à part peut-être un truc. Et c'est que Martine a gagné, quoi. Ivre d'euphorie. Ben, on va parler des 450 alors. Encore une fois, hein, ce Hunter Lawrence, mais si le mec qui s'appelle Jet n'existait pas, tu dirais, mais Hunter Lawrence, il est sensationnel comme pilote, quoi. Ouais. Il met 20 secondes à Sexton, il en met 40 à Tomac, il en met 60 à Prado, et il gagnerait. Il aurait gagné les 6 ou 8 dernières manches qui viennent de se dérouler là. Mais bon, il y a le Jet et il a quand même réussi à le battre en première manche. Jet Lawrence, deuxième erreur. Ouais, Jet Lawrence, est-ce qu'il n'est pas en train de nous montrer qu'il est humain quand même? Autant à Red Bud, il a fait 2 erreurs parce qu'on peut dire qu'un mauvais départ c'est une erreur. Et après, il a fait une petite chute et il est revenu et il a réglé tout le monde. Et là, il a réglé tout le monde sauf son frère. Il pouvait pas. Non, moi, au contraire, ça conforte sur le fait qu'il est vraiment chaud, quoi. Tu sais, genre, je le savais, on le disait déjà, Jet, il est chaud, Jet, il est chaud, Jet, il est chaud. Mais là, je suis vraiment en train de me dire, Jet, il est chaud, tu vois. Il est pas juste chaud, il est vraiment chaud. Non, mais vraiment, genre, je me dis, non, là, c'est quelqu'un pour d'autres sports, quand même. Il avait déjà marqué avec un grand chelem, etc., tu vois, mais encore une fois, c'est un peu comme un Martin, enfin, sur la durée d'un championnat, donc c'est quand même pas la même chose qu'en gagner une, tu vois, et même si déjà en gagner une, c'est un truc de ouf aussi. Mais tu vois, je me suis dit, bon, peut-être ça. Et au final, je me dis, ça peut se reproduire en fait. Tu vois, qu'au début, je me suis dit, bon, il l'a fait une fois, il le refera pas après. Tu vois, à partir du moment où il en aura perdu une et tout. Et là, au final, il montre qu'il en perd que très peu. Et qu'en fait, heureusement, on va dire qu'il y a des petites chutes comme ça parce que ça nous tue pas le suspense. Enfin, moi, du coup, la première manche, je pense que c'est ce qui a laissé le truc en vie un peu. Parce que Hunter, pardon, il est parti devant. Tu l'as vu voilà, devant. Il a créé un peu le gap. Ça aurait été, s'il n'y avait pas de Jet, il n'y aurait pas eu énormément d'action. Alors que là, on a Jet qui revenait de derrière. Et puis tu le vois pousser aussi quand il est derrière, en scrub partout, prendre des extérieurs de fou. Ouais, c'est beau à voir. Et du coup, ça rend un peu plus intéressantes les courses. Mais il revient quand même deuxième. Et donc là, tu vois, je pense qu'il s'affole même pas en fait quand il est deux. Tu vois, il essaye même plus. Après, peut-être il essayait pas un moment. Quand il voyait que l'écart, peut-être il restait stable. Il s'est dit, bon, bah écoute, on reste là-dessus et je vais pas chercher d'autres solutions en gros pour aller gagner parce que c'est pas grave, je gagnerai la deuxième. Puis comme tu disais plus tôt dans le championnat, c'est je pense que, étant donné qu'il a perdu une manche assez tôt, il est déjà dans l'optique de écoute, je suis deuxième, c'est la première manche. Si je gagne la deuxième, je gagne le général quoi qu'il arrive. C'est Hunter devant. Au championnat, il est deuxième, mais il y a beaucoup de points. Puis c'est mon frère, donc s'il y en a un qui doit gagner, je préfère que ce soit lui plutôt que n'importe qui d'autre. Et effectivement, je ne vais pas prendre de risques inconsidérés pour gagner une manche, alors qu'il n'y a pas de série en cours. Et sa série d'overall. Et il sait que si lui ne fait pas d'erreur en fait, dans la deuxième manche, il n'y a pas de souci. C'est un peu Jet contre Jet. C'est ce que j'allais dire. Son principal adversaire, c'est lui-même, quoi. Tu vois que s'il chute pas, il gagne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Quand il a chuté et qu'il remonte deuxième, c'est pas grave. La deuxième, je ferai attention de ne pas tomber. Je ne glisserai pas cette fois-ci. Quitte à partir 5 ou 6. Ouais. Partir un peu enroulé au début. Mais est-ce que tu vois Hunter, du coup, continuer de progresser pour rejoindre le niveau de son frère un jour, peut-être même d'ici la fin de la saison ou l'année prochaine, ou tu penses que Jet, il aura toujours cette marge quand même sur tout le monde? Franchement,
Là, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire que en fait, Hunter, il a une progression assez lente. Mais constante. Voilà. Mais je le vois quand même pas. En fait, du coup, ce qui ferait qu'il arriverait au niveau de Jet, c'est que Jet arrive un peu à plafonne et que du coup, Hunter, lentement, tranquillement, se rapproche de son niveau. Mais je vois même pas un Jet s'arrêter de pouvoir aller plus. Enfin, je sais pas, là, il a un tel niveau en motocross. Ouais, je sais pas si on va l'entendre, la sirène. Il a un tel niveau en motocross que. Enfin, j'ai envie de me dire que c'est pas possible de l'égaler ce niveau-là. Ouais. Enfin, c'est pas possible. C'est. La façon dont il roule, vraiment, le fait que tu le vois facile en fait aussi à rouler, c'est ce qui me fait me dire que bah, tu vois des mecs essayer à fond et ne même pas atteindre ce niveau-là, tu vois, et se dépasser. Et donc tu te dis, ben et après, enfin, là c'est très, je sais pas, on est dans l'imaginaire un peu, tu vois, d'imaginer est-ce que du coup Jet, c'est-à-dire qu'il a une marge de plus où il va essayer comme les autres, mais à la fois peut-être essayer comme les autres, c'est ce qu'il met par terre ou c'est ce qui fait qu'il serait moins performant. Je sais pas, mais là, à l'heure actuelle, je sais pas, je vois même pas Hunter se rapprocher. Et puis je te dis aussi, je pense que c'est le fait que Jet soit là, justement. Bah, c'est vrai que Hunter, je pense que sous-coté. Tu vois, je pense qu'il est sous-coté parce que bah, il est dans l'ombre de son frère et que Jet nous sort des très 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 grosses perfs. Et du coup, il n'est pas jugé à sa juste valeur, je pense, Hunter à l'heure actuelle. Mais pour la réponse finale, aujourd'hui, je le vois pas arriver au niveau de Jet. Peut-être s'en rapprocher un petit peu. Et du coup, tu vois, si Jet fait des erreurs, bah attention, cette fois-ci, tu vas pas pouvoir revenir comme à Red Bud et mettre tout le monde d'accord. Il y aura beaucoup plus d'épreuves où, si tu fais une erreur, lui, il sera là pour voilà. Mais je vois pas à la régulière, tu vois, sur un titre, s'il n'y a pas de blessure ou quoi de Jet, gagner un titre quoi, face à lui. Et du coup, tu vois Sexton être au niveau de Jet quand il est à 100% ou... Ben, tu vois, à la limite, je le vois un peu plus se rapprocher quand même que Hunter. Et donc, tu penses pas que Hunter il peut arriver à être au même niveau que ces deux-là et Bah là, comme ça, je sais pas. et Et être en un vrai, vrai tu vois, prétendant. c'est drôle parce que, enfin, là, je vous donnerai pas un cours là-dessus parce que moi-même, je saurais pas l'expliquer. De pourquoi, tu vois, pour défendre mon propos, pourquoi je verrais un Sexton entre Jet et Hunter. Peut-être parce qu'après, il l'a mis d'accord aussi l'année dernière. C'est peut-être parce que t'as pas vu Hunter dominer en l'absence de Jet. Là où, quand Jet est parti l'année dernière, Sexton a dominé. Ouais. Quand Jet est parti en Supercross, Sexton n'a pas en vitesse, on pourrait dire qu'il a dominé, mais Ouais. même s'il s'est fait battre par Cooper Webb. Mais voilà, Sexton était dans la conversation pour le titre les deux fois où Jet était pas là en fait, et a même gagné en fait. Il a gagné les 2 des 6 derniers championnats, je crois. 2 des 5 derniers championnats, Sexton. Webb en a gagné 1 et Jet en a gagné 2 et on voit de gagner le 3e sur 6 quoi. Donc c'est peut-être de là que ça vient aussi. Mais malheureusement, en fait, l'année dernière en outdoor, Sexton était au-dessus. Cette année en Supercross, Jet est sorti et une semaine après, Hunter est sorti aussi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu voir Hunter évoluer sans Jet pour voir s'il était capable de dominer le reste de la concurrence quoi. Donc, je pense que ça doit venir de là, le fait que, vu que Sexton, tu l'as vu faire sans Jet, tu dis que y a qu'un mec qui doit vraiment battre, c'est Jet. Là où Hunter, tu dis Hunter, on l'a pas vu battre Sexton encore. Donc on l'a pas vu battre Tomac, même si là il est en train de le faire tous les week-ends. Mais donc du coup, il y a encore du monde qu'on l'a pas vu battre Webb en Supercross, Hunter. Ouais. Donc bah, et puis je pense aussi que c'est et puis il y a un style de pilotage aussi derrière, tu vois, où justement il n'y a pas de vitesse même sur une épreuve, tu vois, une vitesse waouh, genre qui va te ah ouais là justement pas dominer forcément sur un championnat, mais sur une épreuve dominer ou en vitesse, même partir de loin et revenir quatrième, mais parce que tu es parti 18 en Supercross, tu avais une vitesse de fou dans les whoops, tu vois, un truc comme ça. Je trouve qu'on pourrait le comparer un peu à Tom Vial justement, tu vois, c'est qu'il est tout le temps présent, mais jamais une perf qui va aller vraiment au-dessus des autres et qui va nous faire waouh, ah ouais là la vitesse, truc de fou et tout, tu vois. Mais par contre, il est toujours là, bon départ, quand même une bonne vitesse aussi au final. Ouais, je pense que c'est tout ça quoi. bon, il faut qu'on parle de Tomac. Parce que là, Tomac, ça dégringole, ça régresse. Tu disais déjà que tu penses qu'il y a une régression la semaine dernière. Jason Thomas, il a dit la même chose dans les podcasts pour RacerX et Paul Pemix. Et moi, j'ai envie de te demander, la régression de Tomac qu'on a vue depuis le début de l'outdoor jusque là, où c'était encore, tu vois, en début de manche qu'il a essayé, en début de première manche, et puis ça a dégringolé. Est-ce que c'est juste une question d'âge où il est vieux et du coup, c'est dur de rester, d'être physiquement en forme et
de données week-end après week-end. Et donc là, on était à la 7e épreuve. Donc c'était le 7e week-end de compétition sur 8. Est-ce que c'est juste une question d'âge ou est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un autre problème qu'on ne nous dit pas? Il est malade, il est blessé, la moto, la moto elle a l'air d'être réglée n'importe comment, mais ça c'est de sa faute. Donc c'est vrai que tu le regardes prendre les vagues et tu regardes Hampshire ou Lawrence, n'importe lequel des deux, prendre les vagues derrière lui ou devant lui. Bah, lui, il se fait chahuter dans tous les sens. T'as l'impression qu'il est sur un trampoline et il se fait éjecter. Il prend des coups de sel dans les fesses pendant que les autres, ça bouge un petit peu. Elles étaient hautes, hein, les vagues, mais déjà, ça reste en ligne. Ça a une accélération assez constante. Et enfin, bref, je trouvais que les autres, ça passait mieux, quoi, quand même. C'est peut-être qu'une question de pilotage, mais j'ai du mal à le croire parce qu'on a vu des années où Tomac, dans les vagues, que ce soit à Millville ou à Daytona ou quoi, il était incroyable. Donc, enfin, pas vraiment incroyable, mais très très fort. mais, mais du coup, ouais. Mais après, si on dit que c'est une question de moto, moi, enfin, à un moment donné, Star Racing, ils lui font la moto que lui il veut, tu vois. Donc, j'irai pas dire ah bah c'est à cause de la moto et tout. Si c'est la moto, c'est la faute de Tomac. Mais ouais, est-ce que tu penses que c'est juste une question d'âge ou est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je pense que le plus gros, il est mental. Mmh. Ensuite, oui, effectivement, la moto, elle n'a pas l'air super bien réglée. Hein. Je pense que là, tu n'as pas besoin d'être un grand analyste pour voir la différence. Et je me suis fait la même réflexion que dans les vagues. J'ai fait, oh là, ça bouge beaucoup. Dans les trous, pareil. Elle m'a l'air très molle et très boing, boing, quoi. On dirait une YCF, le truc. Boing, boing. Ouais, trampoline, c'est bien. Donc, non, c'est pas terrible, ça. Mais je pense qu'il y a une grosse partie mentale où il a essayé. Et là, il est en train de se dire, mais le mec, voilà, même quand il part derrière, genre, tu vois, les trucs comme Redbud, c'est des grosses gifles, c'est deux d'un coup que tu prends, tu vois. Quand t'as Jet, que tu. Il l'avait pas doublé, mais bon, il en a été au courant quand il s'est arrêté, quoi qu'il arrive. Je pense que quand Jet s'est relevé, Thomas, il le voyait, tu vois, peut-être, genre, même voilà, si c'était au bout de la ligne droite ou quoi. Et puis il sait que du coup, Jet est reparti genre 3 places devant lui et qu'il a fini 8 places devant lui. Ouais, et puis il sait qu'il nous a fait qu'il a gagné, quoi. En farming aussi. Donc, non, ça t'achève quand tu sais que tu as essayé et tout. Et donc, c'est dommage parce qu'il y a eu des moments, justement, et des courses où il a été juste derrière. Enfin, celle où il tip over, là, il perd l'avant juste derrière lui. Il était dans sa roue, il était là, il était au niveau et tout, tu vois. Mais ouais, je pense que lui, il se dit, purée, mais moi, j'étais à 110, 115%. J'ai pas réussi à le passer, quoi. Et j'ai l'impression que même quand j'arrive à 110, 115%, bah voilà, il élève son niveau. Et même si on arrive à le doubler, boum, il arrive à nous redoubler sur le champ. Et il tombe, il est encore premier, il est là tout le temps. Qu'il prenne un bon départ, pas un bon départ, il est là tout le temps. Et Thomas, voilà, au début, il disait j'ai besoin de partir devant lui. Donc déjà, quand tu dis ça en interview, tu sais que le gars, quand il part et qu'il part derrière, il n'a pas la même déterre à se dire je vais le rattraper, je vais l'achever, je vais l'exterminer, je sais pas, tu vois, genre il a pas cette déterre là, automatiquement dans sa tête c'est une épine dans le pied, il est devant. Et je sais que ce dont j'ai besoin, c'est de. Je vais encore en prendre plein les lunettes. Ce que j'aimerais, c'est partir devant. Donc quand il te dit ça dans une interview et que systématiquement il part derrière, il part loin en plus. Et donc je sais pas, peut-être qu'il se met une pression aussi au départ, du coup, pour se dire faut que je sorte devant lui, faut que je sorte devant lui. Et là, ces derniers temps, il fait que sortir loin. Thomas, on va pas sortir dans les 5. Si je dis pas de bêtises sur les dernières manches. Donc non, moi je pense qu'il y a un gros point mental. Après, c'est sûr que la vieillesse, ça va pas aller en s'arrangeant et ça va pas l'aider. Après, quoi qu'il arrive, je pense que c'est quand même physiquement un bûcheron. Il est à mon avis, il est au rendez-vous quand même, quoi. Mais une moto pas très bien réglée le fait piloter en force. Et encore plus en force que ce qu'il ne fait de base aussi. C'est que c'est quand même un pilote qui roule en force de base, qui consomme beaucoup d'énergie, je pense, et qui, du coup, quand tu arrives à un certain âge où l'énergie se fait de plus en plus rare, non, c'est plus difficile de l'utiliser et que forcément, ça va quand même en se dégradant un petit peu. Ça l'aide pas. Alors que tu vois, je vois plus un Jet Lawrence, du coup, perdurer, et même à 35 ans, peut-être, tu vois, être encore très bon, parce qu'en fait, il s'économise vachement avec son pilotage très fluide, à sauter. Tu vois que c'est un pilotage économique. Voilà, il y en a un, c'est je sais pas, là je voulais sortir un véhicule, faire une petite comparaison avec un véhicule qui consomme pas beaucoup face à un camion, un poids lourd qui fait
des tonnes, tu vois. Et donc forcément, à la fin, celui qui consomme le moins... C'est un pilote hybride jet. Ouais, c'est ça, hybride rechargeable en plus. Il boit un petit coup d'eau, c'est bon, il peut repartir pour la deuxième. Non, et tu vois qu'il est léger et tout, tu vois même qu'il traumatise pas son corps en fait, tu vois. T'as envie de dire, il fait de la motocross et on sait que voilà, c'est quand même pas le sport le plus doux pour le corps, mais t'as l'impression qu'il y va avec souplesse, légèreté, contre un Tomac qui va en force. Et donc je pense que tous ces points-là... Jet, il fait des blancs en neige pendant que Tomac, il fait une omelette. C'est ça, qui bat des œufs. Non, ça va être dur pour lui. Après, du coup, tu vois, je pense que en motocross, je pense que c'est mort pour Tomac. Je pense qu'en supercross, éventuellement, tu vois, il pourrait être un peu plus au rendez-vous, un peu plus dans la course. Parce que je pense que physiquement, le supercross, c'est un peu moins demandeur d'énergie que l'outdoor. Est-ce que tu penses que... Donc, tu parlais c'est mental. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être une petite perte de confiance suite à la casse mécanique de la semaine dernière, où il croit peut-être un petit peu moins aussi en le matériel et je sais pas, il n'ose pas autant pousser? Non, je pense pas, parce qu'encore une fois, là, par rapport au championnat, il est plus vraiment dedans. Donc, en fait... il a juste à essayer de lui prendre des manches, tu vois, maintenant. C'est juste une question d'ego un peu, le battre et se rassurer en disant je peux le battre, enfin voilà, je suis toujours là. Et donc, c'est ce qui me donne envie aussi de continuer 2 ans derrière, de signer un contrat de 2 ans. Voilà, je pense que c'est pour lui, sa confiance, son ego, etc. Et donc, du coup, il peut y aller fort. Et si la moto, elle lui permet pas de terminer la manche, elle me permet pas de terminer la manche, mais au moins, il aura essayé. Tu vois, là, il est pas en train de jouer stratégique pour le championnat, faut que je préserve la moto. Ouais, mais tu sais, quand la moto elle a un problème, ils ont toujours peur que ça pète dans un saut aussi. Ouais, mais bon, je pense qu'il n'y en est pas à son premier moteur. Et puis quand c'est une question d'embrayage qui chauffe, je crois pas que le moteur ne se bloque pas généralement. C'est juste au final ça finit par patiner à un point où ça avance plus, je crois. Ouais, donc c'est pas le même niveau de risque. Mais bon, après tu sais jamais. Quand la moto elle commence à fumer, ça peut être l'embrayage, mais tu te dis si c'est autre chose qui pète avant, genre tu sais que la moto elle chauffe aussi. Non, c'est sûr, mais bon, je pense que les gars ils en sont pas à leur premier moteur, à leur première casse mécanique, et du coup, je suis pas persuadé qu'ils y pensent. Le jour où il se fait une frayeur, que le truc il casse sur un saut, tu vois, là je pense que ça le fera réfléchir peut-être encore quelques épreuves après. Là, ça allait arriver, tu vois, sur du plat. C'est venu petit à petit. En plus, je pense que voilà, tu le sens quand c'est l'embrayage, tu le sens venir. Donc déjà là, tu commences on a vu Digen sauter le nez très haut quand ça lui arrivait justement. Donc je pense que tu le sens venir et ça, c'est pas trop dans sa tête. Mais je pense qu'il y a Jet dans sa tête et... Mais tu penses vraiment parce que du coup, il s'est fait doubler par Malcolm Stewart mais voilà. Ce week-end. Alors, il n'y a pas que Jet, forcément. Il n'y a pas juste « Ah, je finis 2 derrière Jet. Ah, je finis 2 derrière Jet. » Non, il y a aussi si j'arrive pas à le battre. Dylan, il finissait 2 derrière Jet en 2023. Ouais. Et là, c'est... Non, là, c'est sûr que c'est pour ça que je pense que mentalement, il est achevé. C'est qu'il essaye. Quand il voit que Jet, il n'y arrive pas, gros coup de mou. Et puis, en plus, quand il voit des Hampshire, des Malcolm Stewart le doubler... Si je reprends, on va pas encore passer une demi-heure sur Tomac, mais si je reprends un peu la chronologie, il gagne quand même une manche juste avant le break à High Point, dans la Gadoue, là. Et après, on revient après un week-end de break, et il fait 4e et 3e, où il n'arrive pas à doubler Prado pendant super longtemps là, à Southwick, et où Jet et Hunter sont juste meilleurs que lui. Et donc déjà là, j'ai trouvé que c'était quand même moins bien qu'avant la pause. Et depuis là, c'est de pire en pire, tu vois. Et il devrait pas, avant le break, il n'est pas censé être abattu parce qu'il a quand même il a gagné une manche. Certes, cette fois, il a bénéficié d'un all shot et il avait mis les roll-off. Enfin, les étoiles étaient alignées et il a eu quelques circonstances favorables. Mais tu vois, c'était déjà c'était la deuxième manche qu'il gagnait en 4 épreuves. Et tu te dis, des circonstances favorables, il va y en avoir d'autres. J'ai gagné une manche, j'en suis capable. Après le break, on arrive sur des circuits que j'aime bien. Donc il y a moyen, tu vois. Et au final, depuis qu'on est revenu de break, on n'a pas du tout cette impression de Tomac qui se dit il y a moyen, comme si c'était pendant le break qu'il avait été achevé physiquement alors qu'il n'a pas affronté Jet Lawrence. Parce que la première planète qu'il doit aligner, selon lui, c'est le départ. Et vu qu'il n'aligne pas celle-là, je pense qu'il ne pense même pas à essayer d'aligner les autres. Et puis tu vois, là, ce week-end, la première manche, Tomac il n'est pas trop mal parti, parce qu'il me semble qu'il part 5 ou 6 et qu'il passe 2 devant Plessinger. Après quelques tours au bout de quelques tours, et Jet est encore derrière à ce moment-là suite à sa chute. Donc là, Tomac est 2 derrière Hunter, et ouais, ensuite il se fait doubler par Jet, puis par Chase, puis mais tu vois, genre même j'ai trouvé qu'en fait il était à fond en début de manche,
Et avant même qu'il se fasse doubler par Jet, genre, il avait l'air déjà en lutte et de plus rien avoir, quoi. On dirait qu'il a la même physique que moi, quoi. Il part 10 minutes et puis après il regarde la montre et... Ouais, mais c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il est malade ou alors peut-être que c'est juste la moto elle est trop mal réglée et du coup il force pendant 3-4 tours mais après c'est genre j'en peux plus en fait, je sais pas quoi faire avec cette moto. Mais encore une fois, si c'est ça le problème, c'est autant de sa faute que n'importe qui, voire plus de sa faute que n'importe qui d'autre, quoi, parce que généralement pourtant, il paraît que team, je sais pas si ça a changé depuis, mais que il a le mec des suspensions, c'est un peu son pote et tout et non, ça a changé ça. Maintenant le mec donc c'était Gilmore, il appelait Gilly le gars, il s'occupe plus de web que de Tomac maintenant, et Tomac c'est un autre qui s'occupe de ses suspensions, je crois, chez Star. Ah ouais. Donc ouais. Mince. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, je crois, mais alors là il faudra pas me citer parce que je recolle des morceaux de ce que j'ai entendu ici et là sur internet, mais que en fait quand Tomac ne pouvait pas rouler parce qu'il était blessé, un coup au pouce, un coup au tibia et tout, lui Gilly il travaille quand même, tu vois, donc il testait avec Web et tout et ça matchait bien, et donc du coup il a commencé à s'occuper autant de Web que Tomac, et que Tomac ça lui aurait peut-être pas trop plu que en fait son gars il aide son adversaire, tu vois, même s'ils sont teammates, donc et que du coup Tomac aurait cherché à tester avec quelqu'un d'autre, mais là ouais je remplis des blancs dans l'histoire qui sont peut-être complètement fictifs, hein, donc faudra pas me citer. Autre chose sur Milleville? J'ai vu à un moment donné que Paturel était loin, je suis pas sûr qu'il ait fini la deuxième manche, c'est dommage. Ouais. Mais je crois qu'il avait des problèmes de moto, non? Il a un kick. Non, il a une Suzuki. Non, je déconne, mais ouais, je sais pas, peut-être. Il me semble, j'ai vu un post sur Instagram, mais du coup, je sais pas si c'était cette année, ce week-end-là ou le week-end précédent, mais je crois que c'était ce week-end qu'il a eu des bike issues. Ouais, c'est dommage. Si, on peut parler un petit peu aussi de Cairoli qui roulait dans le top 10 en première manche, ou c'est en première... Non, en première manche, il tombe, il repart avec la fesse trouée. Avec une belle pizza. Et au final, il roule dans les 10 en deuxième manche. Déjà, il est reparti, il a terminé la première manche, il me semble. Il n'a pas abandonné. Ouais. Oui. Ce qui s'est assuré une place moins médiocre sur la grille en deuxième manche. Et il était rentré dans les points ou pas. Ça, je suis pas sûr. Je sais plus si c'était 20, mais je me demande si c'était pas 21. Il y a un point 21. Maintenant, il y a un point 21. Ouais. Je sais plus. Et deuxième manche, en tout cas, il a fini dans les 10, il me semble. Donc c'est cool. J'aurais presque aimé lui aussi le voir en faire une de plus, quoi, avant la pause. Puis après, si Ducati ils veulent pas, ok. Il a dit du coup qu'il n'excluait pas d'en refaire quelques-unes là d'ici la fin de la saison, qu'il était présent pour le motocross des nations. Ouais, ça me surprendrait qu'il fasse pas Ironman au cas où il a envie de participer aux nations pour l'Italie, quoi, justement. Ouais. Il disait aussi qu'il se tenait disponible pour une éventuelle participation au motocross des nations. Ouais, donc ça, si tu veux un petit peu amadouer la fédé italienne, il faut rouler Ironman. Et il y a qui de toute façon maintenant l'Italie Guadagnini, et ils ont un pilote en 250 là, le pilote Lata sur la Honda, c'est un Italien, il me semble. Ok. Et est-ce qu'ils ont un autre qui pourrait être mieux que Cairoli du coup déjà de base? Lupino. Ouais, mais lui c'est pareil, c'est un moyen, il roule encore lui. Il roule en championnat italien sur la Ducati 250 là, ils sont en train de développer la 250 mais c'est italien Ducati? Ouais. C'est pour Ducati, ça. italien. Oui, c'est pour ça qu'ils aiment bien rester avec des équipes italiennes en fait. Après au niveau professionnel, non, il faut gagner des courses, tu vois, pour le développement et tout, puis enfin Lupino ça reste un bon pilote, et Antonio Cairoli avec son palmarès pour développer une moto, c'était pas un mauvais choix non plus de toute façon. Ouais. Et en parlant de Ducati, ça fait ma transition parfaitement, parce que j'en ai parlé très rapidement que j'allais aborder ce sujet-là dans cet épisode la semaine dernière. J'aimerais voir Dylan Ferrandis sur une Ducati en 2026. Je me dis pourquoi pas. Alors je te pose la question, pourquoi pas? D'ailleurs, il a repris la moto cette semaine. Ah ouais? Ouais. L'insider Dylan Ferrandis. Il est il a mis une story? Ouais. Donc t'es autant insider que tous les autres qui nous suivent, quoi. C'est juste moi qui suis à la ramasse. Exactement. Il a mis une story. Oui, je converse pas avec lui, hein. Il m'a pas tenu au courant, il m'a pas dit, je reprends demain. Donc non, il est repris sur un terrain de motocross direct, en plus pas forcément sur un terrain de track. Donc sur une Honda. Ouais, sur une Honda. Okay. Enfin, elle était rouge. Après. Non, c'était une Honda. Et il avait l'air de s'amuser parce que sur la deuxième story, il arrive dans une arrière et puis il crie wouh comme ça. Voilà, donc, il avait l'air de prendre du plaisir. C'est bien, parce que c'est le principal déjà quand on fait de la moto. Premièrement, première chose, s'amuser. T'es là pour faire poète et t'amuser. Toi, tu l'as écrit sur le guidon, faut pas oublier. C'est ça. Et donc écoute, sur une Ducati, oui, tu sais, on en est là par contre. Donc,
Ça me dérangerait pas, au contraire, hein, si ça fait une structure un peu plus. Et encore, tu parles, c'est qu'ils vont encore beaucoup l'écouter parce qu'ils sont encore en phase d'ascension, de développement, tu vois, Ducati. Donc, moi, je pense que Dylan Ferrandis, il a besoin d'un team. Oui, mais il dit, écoute, tu as de l'expérience, d'accord, mais. Il sera pas tout seul dans le team. Il sera pas seul pilote 450 dans le team, tu vois. On suppute que Justin Barcia va y aller aussi de sa relation avec Troy Lee. Donc, Oula. ouais, ils sont pas très potes. Mais déjà, quand tu as deux pilotes qui testent la moto, même s'ils sont très différents, ça te fait essayer déjà plus de choses. Tu vois des trucs qui marchent pas, tu vois des trucs qui marchent. Et tu vois, le team ne sera pas construit autour de lui. Oui. Donc, du coup, il y aura quand même, je pense, un certain cadre. Oui, qu'à un moment donné, en fait, nous, on va faire carrière dedans et on se destine à concurrencer les meilleurs et tout. Donc, à un moment donné, tu vas pas nous saouler à essayer un moteur à 2 vitesses et on va rester sur notre lignée de développement. Juste, voilà, on a option A, B ou C et tu choisis entre les trois, mais c'est ces options-là et nous invente pas une option D qui fonctionne pas. Le moteur Desmo, Clément. Mais j'ai entendu vite fait comment ça se passe au niveau de la technologie. En fait, je crois qu'il y a des ressorts normalement dans un moteur au niveau des pièces qui sont en rotation et qui font tourner le piston et tout le reste, enfin monter et descendre le piston. Et que du coup, du fait du ressort, tu as des tours par minute limités. Là où eux, ils utilisent ils n'utilisent pas de ressort en fait, ils ont une technologie sans ressort qui fait qu'ils peuvent théoriquement aller à un nombre illimité de tours par minute. Et donc sur la 450, il disait qu'il le limite quand même, je crois, à 14 000 ou quelque chose comme ça, parce que de toute façon, en cross, tu n'as pas besoin d'avoir un régime moteur hyper élevé. Mais pour une 250, ça peut être beau. Hein. Ouais. Mais sinon, pour en revenir à Dylan Ferrandis qui sera sur une 450, c'est quand même une prouesse technologique qui peut l'aider. Bon, je sais pas, lui, il veut pas beaucoup de puissance, lui. Bah justement, il y aura peut-être plus de linéarité. Enfin, remarque, en motocross, peut-être qu'il en veut un peu, c'est en supercross, il veut pas trop de puissance. Ouais, bah écoute, je sais pas, non, moi je dis pas non, hein, je veux bien, je donne mon accord. Moi j'aimerais bien, en tant que supporter de Dylan Ferrandis. Puis je me dis que, tu vois, si tu veux un team usine et tout, ça fait sens. Après, Triumph, vu qu'ils vont pas avoir Malcolm finalement à skip, bah, ils vont rester sur leur plan d'origine de Jordan Smith seulement en 450 pour la première année et chercher un pilote de plus haut niveau l'année d'après, donc en 2027. Donc a priori pas de place chez Ducati. Donc ça veut dire que le team Husky Gas il est fait avec Hampshire et Stewart. KTM ils vont déjà avoir pour sûr Plessinger et Tomac a priori pour sûr. Et on va voir pour Tom Vial, on ne sait pas quelle est la vérité à ce niveau-là. Bah lui, il disait, tu vois, que pareil, dans une de ses interviews sur le Big, il disait qu'il pensait que ça serait plus simple que ça. Oui. Et au final, c'est compliqué, les négociations, et notamment avec KTM. Je ne sais pas caché de dire que c'est compliqué avec KTM là, en ce moment. Donc, je pense dans les négociations, quoi, c'est que on a été un peu au courant qu'ils lui ont fait une offre, mais relativement basse, quoi. Qui lui ne lui conviendrait pas tellement et que du coup parce que dans son interview il dit j'ai quand même gagné 2 titres ici en Supercross donc 2 en mondial, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus facile quoi en gros mais ça l'est pas donc c'est vrai qu'il s'est un peu dans la tête. Le titre 250 SX, il y a plusieurs pilotes pour qui ça a plus été une malédiction qu'une bénédiction quoi. Enfin, Malcolm Stewart, ça l'a sorti de la catégorie 250 aussi, sauf que il avait pas de guidon en montant et il n'était pas le seul. Tu vois, Chris Pourcel quand il a gagné son deuxième, c'est pareil, pour monter il avait pas trop d'opportunités. Et il y en a d'autres encore à qui c'est arrivé quoi. Je pense à Baguette. Alors au final après il a fait une carrière 450 correcte Baguette, mais au début quand il est monté c'était pareil, il savait pas trop où aller. Le fait qu'en plus tu en aies deux des championnats 250 et que tu perds de l'éligibilité, tu vois, tu élimines 2 fois plus de pilotes que si tu n'en avais qu'un de 17 courses. Donc il peut brandir ces 2 titres de Supercross 250 autant qu'il veut, mais le deuxième il est tellement pas convaincant que c'est normal aussi, je pense que c'est sûr que quand tu as un Tomac aussi qui rentre, on a Tomac et Plessinger, nous on veut bien te prendre, mais parce que tu nous as gagné 2 titres, on veut bien te prendre. Mais on pense pas que tu battras Tomac et Plessinger tout au long de l'année et du coup il n'y a pas de raison qu'on te paye plus que quoi, ou même autant. Donc, ou même qu'on s'en rapproche parce que j'imagine qu'il doit quand même avoir un bon écart à mon avis de salaire. Après, je suis pas sûr que Plessinger ait un salaire incroyable. Je pense ils ont dû régler peut-être un accord sur des bonus ou peut-être que lui il a des bonus directement dans le top 5, Plessinger ou quelque chose comme ça, tu vois, avec un salaire plus bas parce que Plessinger, oui, c'est quelqu'un qui est capable d'aller gagner des courses et faire des podiums, mais en même temps il
il est pas constamment là, tu vois. Il est même pas aussi solide qu'un Justin Cooper ou un Hunter Lawrence. En salaire, je mettrais un salaire plus élevé à un Justin Cooper ou un Hunter Lawrence qu'à un Plessinger, personnellement, si j'étais l'employeur. Ouais. Mais je voulais juste rebondir aussi sur Barcia quand même, petit aparté parce qu'on l'a vu un peu à l'écran à Milleville. Ah oui, avec Guillaume. Et pas que. Et pas que, mais moi j'ai trouvé que le dépassement de Guillaume sur Barcia était magnifique parce que, genre, il est allé à l'extérieur et tu sais, c'est genre comme si Guillaume était je te connais trop bien, mec. Ouais. C'est la première fois qu'on se côtoie sur la piste, mais je te connais trop bien. Je sais que si je fais un peu de bruit avec Mayam à l'extérieur, tu vas aller serrer l'extérieur comme un porc et moi, et donc je vais te leurrer à l'extérieur et je vais passer et je vais recouper, mais tranquille, quoi. Ouais, non, son dépassement était beau et c'est vrai qu'il allait dans l'intérieur à la base, Barcia, et je crois qu'il a franchi parce que ils font ça là, des intérieurs avec un petit rebord style ornière, double trajectoire un peu, et il l'a franchi pour aller le bloquer dans l'extérieur. Et c'est vrai que là, il s'est arrêté, il a fait un angle comme ça, Guillaume, c'était beau. Mais le dépassement de Barcia sur Prado. Ah, je m'en rappelle pas. Ah non, au bout de la descente, frère, il a fait la même, sauf que cette fois, il a réussi à l'avoir. Il est vraiment allé chercher et que même Prado, genre, mais à la fin, il le laisse partir. Mais après, parce que Prado, genre, il a défendu la position 2-3 virages avant aussi. Et moi, je me suis dit, oh, Barcia, c'est sûr qu'il voit rouge là. Attention, je dis pas que Prado il a fait quoi que ce soit de pas bien. Hein. Non, parce que moi, il a défendu sa position et moi, je pense que Barcia, il a vu rouge. Moi, je dirais même pas qu'il a défendu. Moi, je dirais juste que. Il a roulé comme s'il n'y avait personne. Et bah, s'il me double, il trouvera un moyen de me doubler. Mais je l'ai même pas vu fermer des portes. Je l'ai juste vu rester dans ses traces et se concentrer à essayer d'avoir un peu de flow. Voilà, tranquillement. Et t'as Barcia qui, dans la descente, en fait, il le voyait déjà sur le côté. Et donc, Prado, bon, bah, c'est bon, t'es dans mon intérieur et tout. L'autre, il est allé comme ça. Et vraiment, boum, encore une fois, pour essayer de lui en foutre. Hop, il baisse la tête, il enlève un tir-off, il le laisse partir. Genre, Prado, il s'en foutait. Il était en train de se faire déposer par tout le monde. Il en avait marre. Oui, puis c'est pareil parce qu'il est passé à l'intérieur de Prado et après, il l'a emmené jusqu'au talus. Ah ouais. J'ai vraiment cru qu'il allait lui prendre sa roue avant, quoi. Alors que Prado est là, enfin, il se faisait dépasser par tout le monde là. Clairement, il attendait juste une chose, c'est que cette course se finisse, tu vois. Et une fois qu'il l'a doublé, il a même pas cherché à essayer de riposter ou de rester derrière. Il a baissé la tête, il a enlevé un tir-off, il a dit c'est bon. C'est bon, il est parti. Ouais, le taré. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je m'en fous en fait là. Tu vois pas. Ouais, c'est pas mon combat. Je crois pas que quand il a vu ça, Prado, il s'est dit oh la casse-casse. Reviens. Elle a des watts, la casse-casse. C'est vrai que là, Prado, quel avenir pour Prado du coup, hein? Est-ce que ça continue avec Kawa l'année prochaine ou pas? Ils ont 3 ans de contrat. Je pense pas qu'ils. Mais moi, ce qui me fait. Je pense pas qu'ils brisent le contrat. Ouais, je pense pas qu'ils brisent le contrat dès la première année. Alors qu'en plus, Prado a raté la moitié des courses de l'année parce qu'il a fait que 2 courses en Supercross. Il s'est blessé à la 3e. Il a même pas fait une. Moi, ce qui me fume surtout. Il y avait un truc qui me fumait, je viens de l'oublier. Du coup, on va parler de. Donc, Dylan Ferrandis sur Ducati, on est d'accord, pourquoi pas, on se dit. Ouais. Ok. On attend de retrouver ce qui te fume. J'ai retrouvé. Okay. Ce qui me fume, c'est que l'interview, justement, je crois, c'est avec Gypsy Tales, là, sur le podcast, quand il parle du coup de la Kawa, comment s'est fait ce choix-là et tout. Mais la première fois que je suis monté dessus, ça avait rien à voir, super à l'aise. La Kawi, il en parlait comme ça. Kawi et tout. Prado, il était là, il te parlait de la Kawa, mais il disait, là, il a dû en vendre des Kawa alors qu'il était chez Gaz encore. et il a dit je suis très bon au départ sur la Gaz et il n'y a pas de souci, la Kawa, elle sait partir. Non, mais c'est alors qu'il avait pas fait un débat avec quoi. Mais à l'entraînement, mais bon, l'entraînement, tu sais pas quoi. Bref, mais non, ça me fume parce que vraiment, je l'entendais parler, mais tous ils font ça de toute façon quand ils arrivent dans un nouveau team, la nouvelle moto, machin, et puis après quand ils arrivent à la première épreuve, les 3 quarts du coup se prennent des gifles à part celui qui gagne. Faut qu'on retourne au boulot. Voilà. Mais sauf que lui, je trouve qu'il en a mis encore plus en avant. Genre c'était un choix évident. Dès que je suis monté dessus, c'est. Et puis il disait le team, ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à tout pour me faire gagner et c'est la mentalité que je veux parce que moi je suis prêt à tout pour gagner, que ça a matché direct. Et là quand t'entends parler et tout, on me donne pas les outils pour machin. Et là tu te dis j'ai envie de... Tu vois, je serais un mec d'internet qui a que ça à faire. Je pourrais faire des petits collages là. C'est la Kawi machin. Vas-y, donne pas les outils pour. Gros, et je vais jusque là-bas et je l'interview. On remarque qu'on ferait des vues si on faisait ça. Ouais. Est-ce qu'on en fait assez pour couvrir les frais du déplacement? Je sais pas. Mais... non. Bon, Joe Shimoda qui sera sur une 450 aux Nations. Ah ouais? Ouais. Je veux pas. On en a déjà parlé en dehors du podcast. Samedi. Ça me dit quelque chose. Ouais, vite fait. Bon. Curieux de le voir. Moi, ils font ça. J'imagine que du coup, il doit y avoir un pilote 250 au Japon qui est meilleur que tous les pilotes 250 qu'ils ont eu en dehors de Joe Shimoda jusque-là. Et parce que l'idée, c'est quand même de se qualifier pour la finale A le dimanche. Mais moi, je suis surtout curieux de voir Joe Shimoda sur une 450 rouler parmi les pilotes 450. Avec une Honda HRC. Avec une Honda HRC. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. Ouais. Moi aussi, du coup.
Non, ouais, ça va. Bah, surtout, oui, avec la Honda HRC où tu vois que quand même c'est. Bah, après, Shimoda, apparemment, il règle sa moto un peu de manière. Inhabituel. Ouais, propre à lui, quoi. Mm. Puisqu'il avait du mal justement un peu à trouver ses réglages avec le team, à s'exprimer. Enfin, puis il y a toujours la barrière de la langue, etc. Mais bon, là, donc je sais pas s'il roule beaucoup sur une base différente, tu vois, de celle des Lawrence. Mais c'est AMS aussi que j'ai entendu parler. Là, j'ai eu des petits extraits, je crois que c'était avec Gypsy Tale aussi, où il parlait de la Honda. Et il disait que quand il avait fait un tour avec la Honda des Lawrence, qu'il avait gagné 5 secondes au tour. Ah Sur une piste de motocross, du coup, je pense. Ah bah j'espère. Et donc, du coup, ouais, visiblement, ça a l'air d'être une bonne moto quand même qui convient même à voilà, un EMAS qui peut-être. Ouais. Non, bah à voir. Et tu penses que du coup, on ne sait pas exactement qui seront donc dans la catégorie MXGP, mais on ne sait pas exactement quels seront les pilotes. Mais tu le vois faire quoi le samedi à la qualif? Top 10, top 5, top 5. Après, évidemment, ça va dépendre de la balle de ping-pong qui est tirée pour le Japon aussi pour la place sur la grille. Moi, je vois faire une petite 5e place, peut-être. 5. De sa catégorie. Attends, Scratch. Non, enfin à la qualif MXGP le samedi, là où ils sont que entre MXGP. Ouais. Mais remarque, oui, pourquoi pas. Un Américain, un Australien, un Français, un Belge, Conan. Ironman. Ouais, Ironman. Ouais. Devant Hashimoda, du coup, qui montrait sa 4. Non, je sais pas, je suis en train d'imaginer qui est-ce qu'il y aurait avec lui sur la piste. Tu vois, je dis pas que tous ceux-là ils finissent forcément dans lui. En plus, tu vois, sur les 4, déjà, il y en a peut-être un qui tombe. Mais un Espagnol, Fernandez ou Prado. Surtout que ce serait peut-être Sacha plus que Lucas en MXGP. Ah, tu ferais ça, toi? Mais je me souviens plus, moi. Je mettrais plutôt Sacha en Open, du coup. Généralement, la catégorie MXGP est plus corsée que la Open. Ouais. Ah bah bon. Ouais, ça va être intéressant à voir. C'est un truc sur lequel je garderai mon œil quand même pendant ces nations. Eh ben, on va en parler. SXUS 2026. Vial, imaginons sur une 450 KTM et Prado sur sa 450 Kawa. Qui fait mieux? On a un Prado qui a fait 5 courses de SX dans sa vie. On a Vial qui a 2 titres de Supercross 250 Est, dont un qui n'était quand même pas hyper convaincant, mais ça reste un titre. Il a gagné une course. Il a fait beaucoup de podiums en 250. Sur un plateau très relevé quand même. On attend encore un beau plateau l'année prochaine en Supercross avec toujours des... Je vais pas dire des tops parce qu'il est pas au top en ce moment, mais des légendes vivantes du sport qui reviennent, des pilotes toujours au top comme un Jet et Hunter qui n'ont pas de raison de partir à moins qu'il se fasse un autre croisé ou quoi, mais on le souhaite pas. Un Sexton qui va être sur une Kawa, il doit être bien inquiet lui quand même. Franchement, je dis kiff, mais je mettrais peut-être sur les premières quand même Vial devant. Après, tu vois, j'étais en train de me dire quand même, par contre, il a des années sur une 450 Prado. Ouais. Et 2 titres MXGP sur une 450. Donc, il connaît la puissance de la 450, on va dire, et le poids, et voilà. Est-ce que tu penses que c'est plus long d'apprendre, pas d'apprendre même, mais de s'adapter à une 450 ou d'apprendre le Supercross? D'apprendre le Supercross. Ouais, donc c'est pour ça que moi aussi, je mettrais plutôt l'avantage à Vial quand même. Je donnerais l'avantage. Mais tu as quand même un Prado qui, du coup, l'année dernière, a déjà fait du Supercross aussi avant de se présenter, de se pointer avec la Gaz. Donc il a fait 2 ou 3 mois. Les terrains d'entraînement, c'est quand même pas la même chose. Les terrains sont beaucoup plus défoncés quand tu arrives en finale. Et on voit un Tom Vial qui justement a ce problème-là. Tu as l'impression qu'il les découvre, les terrains défoncés en finale, et tu vois qu'il n'est pas à l'aise là-dedans. Alors qu'à l'inverse, tu vois les vidéos à l'entraînement, tu dis waouh, ça roule là. Et même dans les whoops, à l'entraînement, bien rond, etc. Et puis quand ils sont défoncés en course, beaucoup plus difficile. Tu as l'impression que c'est un point faible pour lui. Donc ouais, moi je vois peut-être Vial quand même un petit peu mieux, on va dire au début, mais j'avoue que ça va osciller autour de la 10e place pour les deux, quoi, j'ai l'impression. Ouais, je pense aussi. Ouais. En fait, je vois un Vial autour de la 10e. Enfin, pareil, après je me suis dit dans ma tête, Vial, Ferrandis, qui serait mieux? Je vois Ferrandis quand même peut-être un petit peu mieux. Mais tu sais, je les vois pas très loin l'un de l'autre au résultat, mais parce que je vois Vial prendre des bons départs et dégringoler, et au contraire Dylan Ferrandis partir 14 et remonter 8, tu vois. Voilà, ils sont autour de la 10e place, donc ils vont tous se retrouver là, et ça va être 9, 10, 11. Ils vont être 22 autour de la 10e place. Mais je pense que c'était déjà le cas l'année dernière et cette année, mais
à Anaheim 1 2026, ça va faire mal. Il y a des mecs qui pensent qu'ils vont faire top 10, qui vont même pas aller en finale. Tu chutes à la Heat Race ou quoi, ça va être compliqué après au LCQ. Ils vont être 3-4 c'est déjà fait, donc autour de qui là? Je sais pas, Hunter Lawrence, c'est déjà fait. Écoute, Tom Vial, s'il est là sur la 450 à Anaheim... Et là, on sait pas, ça se trouve révélation. La 450, il avait besoin de ça. Il va nous faire un Jeremy Martin. Ouais, ou je sais pas, un Marvin Musquin. Très à l'aise sur une 450, il va nous gagner des finales et tout. Je sais pas. Bon, après, Musquin, sa carrière 250 était convaincante, même aux US. Il était à une casse mécanique, je crois, de gagner le titre outdoor. Il a un titre SX 250, Marvin. Il a pas de titre outdoor, du coup? Non. Ah ouais, lui aussi. Pour celle non plus. Bon. Dernier sujet de cet épisode 46. On a parlé la dernière fois de l'équipe de France du motocross des nations. Mais si tu étais sélectionneur américain Roger de Coster, d'origine belge, tu prends qui cette année? Parce qu'on a un Thomas qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On a un Plessinger qui est fatigué et qui est malade. Un Hampshire qui monte en puissance. Un Justin Cooper qui vient de se froisser un petit peu, mais bon, ça va. C'est vrai qu'un revient à la puissance. Hampshire, Sexton, ouais. Je prends Sexton. Du coup, peut-être Sexton, Hampshire, Digan, ouais. Et ouais, pour l'autre, j'attends de voir. Je me mets une réserve sur l'autre, voir entre Hampshire, Cooper et Thomas. Oui, c'est vrai qu'il y a Plessinger aussi dans l'équation. C'est vrai que Plessinger, c'est dur pour lui. Ouais. Moi, je trouve que Plessinger, déjà avant d'être malade, dans les 5 dernières minutes, 2 derniers tours, il en manquait un petit peu. Donc, mais après, Ironman, c'est un terrain qu'il aime bien. En plus, c'est à l'automne, donc s'il pleut, ça peut être un peu gadou. Donc prendre Plessinger, c'est peut-être plus malin. Je sais pas, mais c'est vrai que je me dis que tu auras quelque chose de plus sûr en fait avec Justin Cooper. Où j'ai envie de dire que Justin Cooper, en fait, que ce soit mouillé, pas mouillé, que le T1 ce soit comme d'habitude ou que ce soit en Europe, tu vas plus ou moins avoir le même résultat avec un Justin Cooper qu'avec un Plessinger. Hampshire, tu sais qu'il va tout te donner, pour le meilleur comme pour le pire. Puis Tomac, c'est un gros point d'interrogation. Mais c'est ça, pour Hampshire, c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais il est capable du pire. Bon, pas sur la 450, pour l'instant, on l'a pas envie encore Sendit jusqu'à sauter par terre. Puis attends, parce que les nations, c'est le 5 octobre. Donc si Thomas qui a été sélectionné, il le fait sur une KT ou sur une YAM? Avec un casque Red Bull ou avec un casque Monster? Donc tu vas voir que Thomas qui va pas pouvoir être sélectionné aux nations. Le contrat Monster, il dure un peu plus longtemps que le contrat remarque que Monster, ils ont arrêté de faire des sponsoring individuels pour les athlètes. Donc ça se trouve que le contrat Monster, il saute avec le contrat Star cette année en fait. Ça se trouve Tomac n'est plus athlète Monster, il est juste pilote Star Racing qui est sponsorisé par Monster Energy déjà actuellement. Mais toujours est-il que bon, 5 octobre, tu finis le Super Motocross le 21 septembre sur une YAM. Du coup, est-ce que tu te fais les nations sur une KTM avec seulement 2 semaines de testing, ou est-ce que tu dis bah non je les fais pas, ou est-ce que tu vois avec KT pour dire laissez-moi faire les nations avec YAM une dernière fois? Surtout que De Coster De Coster, il aime bien la KT, donc on pense que ce sera Sexton, Digan et Hampshire quoi. Et Sexton du coup sur quelle moto? Putain, ça va être Hampshire, Digan, Justin Cooper ou Plessinger. Ah, ça va être intéressant du coup. On va en reparler toutes les semaines, je sens. On va en reparler toutes les semaines. Bon, écoute, autre chose. Du coup, Erlings, on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Oui, on peut toucher un peu au perdure. Ouais. Mais franchement, ouais. C'est une dinguerie. Il y a un moment donné, genre, on te met des alertes comme ça, là. Ça fait tous les ans qu'on te donne des signaux pour te dire gros, arrête là, avant de te tuer quoi. Mais tu vois. D'un côté tu dis ça et en même temps tu dis c'est juste une clavicule, genre ça va, c'est pas sur une petite chute une clavicule, tu vois, c'est pas comme si c'était fait pour la 3e fois de sa carrière un volume monumental et où il se retrouve avec un poumon perforé et 4 côtes cassées et un 3e fémur ou quoi, tu vois. C'est pas Faulkner non plus. Ou c'est pas sa 5e commotion cérébrale, tu vois, un truc comme ça, c'est une clavicule où là en plus il dit bah la fracture est nette, on va même pas se faire opérer. Ouais, donc, folie, enfin non, genre trop bien, la fracture est nette, c'est trop cool et tout. Genre il est content quoi, celle-là, elle est trop bien cette blessure les gars, c'est cool.
C'est la moins pire que j'ai eue de ma carrière. Ouais, elle est propre et tout. Je vieillis dans l'âge, mais elle vraiment, est super à clean chaque et fois tout. qu'il Je l'ai bien réussi celle-là. il a juste le temps de retrouver un peu son niveau, qu'il se refait mal tout le temps. C'est malheureux, hein. C'est vraiment dommage. Ouais, il doit se faire tatouer en gros Redemption quelque part, lui. Ouais, C'est dinguerie. Non, bah c'est vraiment dommage. Et pour parler du MXGP, quand même, je suis un peu inquiet pour notre Romain Fèvre national. Bah, après la Finlande. Bon, par contre, Conan, il va falloir lui donner des cours un peu de aura farming parce que je sais pas si tu l'as vu célébrer un petit peu. Vite fait, ouais, j'ai vu sur Insta. Il n'y a aucun flow là, je vais pas contre. Non, vraiment, c'est. Ça va pas du Ouais, tout et là. puis, je crois qu'il l'a fait sur la moto, il l'a fait sur le podium, il a refait une vidéo Non, derrière. ouais, gros, là c'est. Lucas, non, pas comme ça. Pas comme ça. Plus en finesse, un peu plus souple sur les mouvements. J'aimais plus quand il faisait du golf à l'arrivée, tu vois. Mais oui, non, c'est vrai que c'est. Au moins, c'était son truc. À l'ancienne, c'était pas trop mal. Mais après, bon, écoute, il peut farmer de l'aura n'importe comment s'il le souhaite, vu comme il roule dans le sable, il a le droit. C'est vrai. Mais je suis un peu inquiet pour notre Romain Fèvre. J'ai pas aimé la manœuvre au départ de Koldenov en qualif. J'ai pas du tout regardé moi, j'ai juste vu les résultats et donc j'ai vu que Fèvre avait perdu beaucoup de points, mais j'ai pas vu ni un highlight, rien. Les gens qui sont encore avec nous sur YouTube, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais on est toujours dans la quête des 50 likes sur une vidéo pour vous faire gagner un petit bon d'achat MGT Design Raceway, MGT Design. Donc allez-y, hein. Cliquez sur le bouton j'aime, parlez-en à vos potes, dites-leur d'aller voir la vidéo et surtout de cliquer sur j'aime parce que quand on atteint 50, c'est vous qui obtenez un bon d'achat, pas un bon d'achat, mais un bon de réduction de 15%. Et sinon, pour en revenir à ce que je disais, vous me direz également dans les commentaires si c'est juste moi qui suis un fragile, mais en fait, déjà ils étaient 21, donc les grilles sur les côtés, elles n'étaient pas prises. Ils ont resserré pour que les 21 soient tous côte à côte. Et donc, tu as Fèvre tout à l'intérieur, mais donc avec encore 5-6 grilles avant le talus, et Koldenov juste à sa droite. Le premier virage était à gauche. Ils partent, Koldenov sort un peu mieux, et il va serrer Fèvre, en mode non, je suis sorti devant, j'assure la position, tu vois. Mais au point où il les met tous les deux dans le talus avant même d'arriver au point de corde, et au final, il fait même pas le all shot. Et loin de là, tu vois. Ils étaient à la 10e place tous les deux, alors que bon, oh là là. S'il s'était soucié de lui-même uniquement, il serait sorti dans les 3, Koldenov. Il y a peu de chances que Fèvre aurait réussi à le contourner et se mettre devant lui avant le premier virage. Et il n'aurait pas flingué la course de Fèvre bêtement, tu vois. Et après, en plus, ils se ratent tous les deux dans un dépassement et ils tombent ensemble dans le premier tour. Mais j'ai trouvé que c'était juste nul, en fait, comme manœuvre de la part de Koldenov. Ça va rien. Alors après, je sais pas, peut-être qu'ils s'aiment pas, qu'il y a des histoires entre les deux dans le paddock, j'en sais rien. J'en doute. Je suis en train en nouveau, j'aime bien remplir des blancs avec de l'imaginaire, mais je vois pas. En fait, je comprends pas d'où ça vient, moi, en tant que spectateur et en tant que supporter de Romain Fèvre. C'est sûr que ça m'agace, mais bon, ça c'est un peu aussi, tu vois, quand tu regardes le foot et que tu supportes une équipe, il y a toujours l'autre équipe fait toujours faute, puis la tienne elle fait jamais faute. Chaque fois que l'arbitre il siffle et que c'est contre ton équipe, c'est vas-y, il y a pas faute. Et quand l'arbitre il siffle pas, alors que c'est ton équipe qui prend, c'est mais il y a faute là. Donc bon, c'est un peu la même chose là avec moi et Romain Fèvre, mais enfin, en soi, en fait, Koldenov, il a rien fait qui mériterait d'être sanctionné, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il s'est puni lui-même en faisant n'importe quoi. Je veux dire, il s'est même pas aidé, quoi. Ouais, peut-être que. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'action, mais j'imagine peut-être que vu que c'est un bon starter, Fèvre, tu vois, il s'est dit que s'il a un coup d'avance sur Fèvre, il faut qu'il l'empêche de pouvoir être devant le premier. Donc il s'est soucié de lui en se disant si je me soucie de lui, a priori, je sors devant, parce que Fèvre sort souvent devant aussi. Vise au moins bien le point de corde, quoi. Mais. Ils étaient allongés le talus 5 mètres avant le point de corde et du coup ils étaient obligés de freiner de fort pour virer serré, quoi. Donc, puis tout le monde qui en plus eux ils freinent pas parce qu'ils ont une bonne trajectoire, tu vois. Et en plus comme Koldenov il a de la bouteille, quoi, je veux dire. Enfin bon voilà, mais ouais, je suis plus que 18 points d'écart entre les deux, encore 7 grands prix je crois, si j'ai bien compté. Donc je suis en train de me demander est-ce que 2025 c'est l'histoire de Fèvre ou est-ce que c'est l'histoire de Conan, en fait, tu vois. Qui est un personnage secondaire dans l'histoire de l'autre. Moi je me dis je m'inquiète. Faut s'accrocher, Fèvre, parce que je pense que c'est quand même son dernier tir, quoi. Dernière chance. C'est sûr que plus les années passent et il y a de moins en moins d'opportunités d'en avoir. Et puis on a vu même un Airlings qui, quand il revient, au final, tu remets un Airlings, tu remets un Geyser, peut-être un Renault en forme, pas blessé, tu vois, et Fèvre, c'est peut-être déjà plus compliqué, tu vois, et tous ceux-là ne sont pas là. Et là, on a Conan qui émerge. Ouais, moi, accroche-toi Fèvre et donne tout là, donne tout ce que t'as, et après tu pourras souffler. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, c'est tout. Bah, je crois.
Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Comme j'ai dit, n'oubliez pas de liker la vidéo. 50 likes et vous avez un bon de réduction, oui, de 15% chez MGT Design et MGT Design Racewear. Et on vous dit à la semaine prochaine où on parlera de la course de Washougal, qui est ma piste préférée de la Outdoor US. En tant que spectateur, hein, bien sûr. Mais bon. C'est celle qui va un peu dans les bois, là. Ouais. Avec les whoops Avec à les l'avant. sapins, les whoops avant l'arrivée et tout. Bon, allez, merci et salut.